Et voici toutes les plumes du kiosque autour de Maxime Switek. Avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et avec cet ultimatum en une des Échos, loi travail, l'ultimatum du MEDEF à Manuel Valls. Hier, Pierre Gattaz, le numéro 1 du MEDEF, a donné 3 semaines au gouvernement pour modifier la loi El Khomri. Sinon, le MEDEF quittera la table des négociations sur l'assurance chômage. Ça promet. Libération fait sa une ce matin sur le logiciel Miracle qu'utilisent Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé et Donald Trump. Ce logiciel, c'est une arme de mobilisation massive dans une campagne électorale. Il s'appelle Nation Builder. Il vient des États-Unis et il permet aux candidats de gérer leur site internet, les appels aux dons, la liste de leur soutien, Aide-toi et le logiciel Délira. C'est le titre du dossier de Libé. Je vous signale aussi la une de La Croix ce matin sur le salaire minimum qui a le vent en poupe. Partout dans le monde, raconte le journal, de plus en plus d'États adoptent un salaire minimum pour lutter contre la pauvreté. Et puis, France-Pays-Bas, la guerre de l'échalote, ça c'est à dire dans le Parisien. Le journal nous raconte que les producteurs bretons n'en peuvent plus de la concurrence des Hollandais qui vendent des échalotes, écoutez bien, qui seraient en fait des oignons. Ben oui, ça fait des années que ça dure et on attend toujours l'arbitrage de Bruxelles. La guerre de l'échalote, c'est à lire dans le Parisien. Marion Calais, 3-1 en région avec vous. Des super flics à Montpellier, c'est dans Midi Libre. Retour sur l'annonce de la création d'une unité du RAID dans l'Hérault. Une antenne qui ouvrira à l'automne pour répondre au mieux et au plus vite à la menace terroriste. Un enseignant de Biscarrosse réhabilité dans Sud-Ouest avec la condamnation de 31 parents d'élèves pour dénonciation calomnieuse. Ils avaient dénoncé des violences, des humiliations commises par un prof de sport, accusations sans preuve qui n'ont donc pas tenu face à la justice. Et puis dans l'Indépendant, un enfant, les pieds dans l'eau, à la une, avec cette aire de vacances sur le littoral, des baigneurs déjà nombreux, la chance sur le littoral au doigt, grâce à une météo, il faut le dire, très clémente. L'histoire du jour, Marion, elle est à lire dans Aujourd'hui en France. Des boulettes qui donnent des plaques de rue au nom hasardeux. Oui, on a tous encore l'épisode Wolinski en tête, cette plaque dévoilée en janvier dernier avec un Y à la place du I au nom du dessinateur. Eh bien, ce genre d'erreur est apparemment plus courante qu'on ne croit. Brest, récemment, a ainsi mis une apostrophe au nom du philosophe Proudhon, un peu façon Prud'homme. Exactement. Sauf qu'en fait, eh bien, il n'en faut pas. Reims s'était fait prendre il y a quelques années aussi avec une explanade François Mitterrand qui ne comptait qu'un seul R. Mais non. Ah oui, à Tourcoing, là, il a fallu changer la plaque du parc Clémenceau, car il n'y a pas d'accent, figurez-vous. Alors moi, ça, je l'ai appris au nom Pas d'accent à Clémenceau. de l'ancien président du Conseil. Et non, Georges Clemenceau. Clemenceau, en gros, c'est... Comme le porte-avions. Ah oui, du coup. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que De Gaulle reste la superstar des rues, des places et autres quais dans l'Hexagone. Au total, 3903 sites portent son nom. Devant, allez, est-ce que vous pouvez deviner ? Il y en a quelques autres après De Gaulle. Il y a un autre homme politique quand même. Alors, il y a Victor Hugo, il y a Jean Jaurès aussi. Et puis, il y a Louis Pasteur qui est en deuxième position derrière Charles de Gaulle. Voilà pour le palmarès. Merci Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous emmenez à Kaboul avec un joli symbole de résistance face aux attentats. Oui, des attentats quasi quotidiens en Afghanistan. Encore une trentaine de morts hier à Kaboul. Encore une attaque des talibans. Et une population qui se défend comme elle peut, notamment avec des murs érigés à chaque coin de rue, sont des boucliers qui sont devenus omniprésents, presque étouffants. On a un peu l'impression parfois de marcher dans une prison dans les rues de Kaboul. Et c'est justement pour prendre un peu d'air que des artistes ont décidé de peindre ces murs avec de grandes fresques colorées que j'ai vues notamment dans un reportage de la Deutsche Welle, la chaîne allemande. Et il y a un message dans ces dessins. On voit souvent de grands yeux peints sur ces murs, un regard comme un avertissement aux terroristes sur le thème « Je te vois, je suis vigilant ». Il y a aussi le regard de Gandhi, apôtre de la non-violence. Il y a aussi parfois des cœurs. Il y a même les joueurs de l'équipe de foot d'Afghanistan parce qu'ils sont des exemples, parce qu'ils nous apportent un peu de joie, c'est ce que disent les artistes. Des artistes qui sont bien décidés à rester dans leur ville, dans leur pays. Beaucoup d'habitants déjà ont dû fuir, disent-ils. Mais on ne peut pas laisser le champ libre à ces lâches, à ces barbares. Nous voulons continuer à vivre, à rêver et à rire en Afghanistan.
l'avenir n'appartient pas aux terroristes. La résistance en Afghanistan, la une de la presse internationale. Merci Jean-Philippe Ballas. La une de l'Écho, Axel de Tarlé. Ce matin, l'article dont vous nous parlez, on le trouve à la une du Figaro Économie. Quand Emmanuel Macron suggère de supprimer l'impôt sur la fortune. Voilà, l'ISF, Emmanuel Macron, qui va encore créer la polémique. Effectivement, c'est dans la revue professionnelle de l'assurance Risque. Le ministre de l'économie, alors je vais vous citer la phrase, si on préfère le risque à la rente, ce qui est mon cas, dit Emmanuel Macron, alors il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. Et là, voilà, il faut nous expliquer. comment... Alors, faut vous expliquer. Allez, on a tout le temps. Non, mais il dit que ça, j'avais pas prévu de le faire dans mon papier. Je peux vous dire. Il avait dit l'héritage, ça vous tombe dessus, donc vous l'avez pas mérité, donc on peut le taxer. Alors qu'au fond, l'ISF, c'est de l'argent que vous avez gagné, qui a déjà été taxé à tous les niveaux, puisque les profits ont été taxés, vous avez payé un impôt sur le revenu dessus, et à la fin, on vous le taxe, sauf qu'on connaît l'effet pervers. C'est la Fondation Concorde qui donne les chiffres. Du coup, l'humanité est ainsi faite que quand on vous taxe trop, vous avez des envies de départ. Oui. Et donc, la Fondation Concorde estime qu'en 20 ans, l'ISF a fait fuir 12 000 entrepreneurs et a fait fuir 250 milliards d'euros de capital. C'est l'équivalent de 23 Peugeot Citroën. C'est pour cela, d'ailleurs, que la droite... je vous rappelle qu'Alain Juppé... 23 Peugeot Citroën, le groupe, pas la voiture. Oui, 23 fois le groupe. Oui. C'est pour ça que la droite, dont Alain Juppé, qui avait renforcé, qui avait alourdi l'ISF en 95, la droite fait complètement volte-face et l'année prochaine propose de carrément supprimer l'ISF. Alors pourquoi ça va faire hurler dans les sections du PS, cette phrase d'Emmanuel Macron? Parce que l'ISF, c'est quand même un marqueur de gauche, c'est l'IGF de François Mitterrand en 81. L'ISF est un impôt populaire, 65% des Français sont contre l'idée de supprimer l'ISF, ils sont pour l'ISF. Et puis troisième phrase, Pierre Gattaz, en 2014, dit il faut supprimer l'ISF. Le même Emmanuel Macron dénonce alors la provocation du patron du MEDEF. Non, mais c'était il y a 2 ans, c'était loin. Donc vous voyez, aujourd'hui, au nom du pragmatisme, il se rallie un peu à cette idée que l'ISF est un impôt toxique, mais c'est vraiment du pragmatisme. Et d'autant que dans le même article, dans la même interview, il se prononce également, Emmanuel Macron, pour la suppression de l'exit tax. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une taxe qu'avait créée Nicolas Sarkozy, donc la droite, en 2011, pour taxer les entrepreneurs qui quittaient le pays avec leur entreprise. Hop, au moment de partir, boum, on les taxe. Un dernier impôt avant de partir. Voilà, un dernier pour la route. Du coup, que dit Emmanuel Macron? Cela conduit maintenant, je cite toujours cette interview, les jeunes à créer leur entreprise à l'étranger. Dès l'origine, un drame, dit-il. Voilà comment Emmanuel Macron veut supprimer l'ISF et l'exit tax. Ça risque de faire hurler dans les sections PS. Ça va faire hurler. Merci Axel de Tarlé. À la télé ce soir, Eva Rock. Ça va faire hurler aussi. Pièce à conviction, France 3, 23h25. Oui, le magazine d'enquête de Patricia Loison s'intéresse ce soir au budget des ambassades françaises à l'étranger. Alors vous risquez d'être surpris parce qu'on sait qu'une ambassade ça coûte cher, très cher, mais le train de vie du personnel français aussi. Par exemple, les journalistes ont remarqué une toute petite ligne sur le bulletin de salaire d'un agent en poste en Côte d'Ivoire. On y découvre une indemnité de résidence de 6 068 € et 59 centimes, soit plus de 4 fois le salaire de l'agent. Et cerise sur le gâteau, cette indemnité est nette d'impôts. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, une indemnité de résidence qui peut être très élevée, plus de 29 000 € par mois pour l'ambassadeur en poste en Afghanistan. La plus petite, c'est celle qui est attribuée à celui qui est en poste à Monaco, soit quand même 6 000 € par mois. Pour se loger. Pour se loger. C'est une indemnité de résidence. Que l'immobilier en Afghanistan, ça ne doit pas être hors de prix. Et oui, c'est parce qu'en fait, c'est en fonction du risque dans le pays à forcément. Risque. Exactement. Alors, les montants varient en fonction du grade que vous avez, de la dangerosité du pays où vous êtes, et puis d'autres critères aussi. Mais surtout, ce sont des montants qui n'ont jamais été communiqués, même pas à Pascal Terrasse, qui est député PS, et qui est rapporteur du budget et qui est demandé depuis des années. C'est quoi, c'est le salaire Non, c'est l'indemnité en plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumise à l'impôt. C'est en plus du salaire. C'est ce qu'on appelle l'indemnité de résidence et primes. Ouais. Pas les primes, juste l'indemnité de résidence. L'indemnité de résidence. Moi, j'ai vraiment du mal à le croire. C'est de loterie nationale. Enfin, voilà. Il n'y a pas cru Pascal Terrasse. D'ailleurs, il a pris les documents. Exactement, surtout qu'il est très bien renseigné pourtant. Et alors, ce n'est qu'un des motifs d'énervement du soir, parce que pour la petite histoire, sachez par exemple qu'il y a 199 ambassadeurs français pour 163 ambassades. Ah oui. Alors, dommage, il faut bien occuper ces gens-là. Alors, on a inventé les ambassadeurs thématiques. Ambassadeurs pour le sport, ambassadeurs chargés de la mobilité des cadres supérieurs. Alors, autant vous dire que l'opacité est totalement de mise quant à la nomination de ces personnes qui ne sont pas toujours d'ailleurs issues du corps diplomatique. L'enquête, elle est
pas du tout opaque, elle est très claire, même très claire. Je pense que ça va énerver les gens ce Et soir. vous avez dit ambassadeur chargé de la mobilité des cadres supérieurs. Oui, entre autres. Oui, on le connaissait pas celui-là. Non. Merci beaucoup. Pièce à conviction France 3, 23h25, c'est votre choix télé du jour. Merci Eva Rock et merci à toute l'équipe du kiosque. À demain les amis.